Allez, on est parti pour le point actu hardware d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi 31 mars 2021. Au programme, pas énormément de news, mais des petits trucs sympas. Vraiment, pour le coup. On commencera avec une petite news de Lamborghini qui se décide enfin à faire sa première voiture hybride. Un peu étonnant de la part de Lamborghini. C'est pas trop leur cœur de métier à la base. Mais on va voir ça un petit peu. Ça reste des débuts en douceur. Ensuite, on va parler de SpaceX avec un nouvel essai sur sa fusée, enfin, sur un prototype de sa fusée Starship qui a été un échec ce coup-ci encore, mais un peu pas fou ce coup-ci. Clairement moins bien que la dernière fois, ce qui est un peu dommage. On va voir ce qui s'est passé. On parlera ensuite du Computex, salon asiatique de la tech, qui a été annulé en physique. Il y avait encore un peu le doute, mais ça a été officiellement annulé. Bien sûr, il reste une partie virtuelle. Ensuite, on parlera d'un quelque chose qui ressemble plus à un proto à l'heure actuelle qu'autre chose, par un fabricant de à la base plus d'ultrabook, notebook, du portable ultra léger, un fabricant chinois qui s'attaque à un autre secteur. C'est un peu étrange. En vrai, je vais pas vous mentir, j'ai eu l'impression de remonter le temps. On va en parler vite fait, mais pas sûr. Pas sûr pour le coup. Ensuite, on va parler pour les riches. Un casque pour le gaming, signé Bang Olufsen à un tarif ouh, plutôt élevé, hein, plutôt élevé pour du casque gaming. En vrai, faut, faut avoir les moyens. J'imagine qu'en termes de sonorisation, il sera très bien. J'imagine. Ça reste très cher. On parlera ensuite de Cooler Master qui nous annonce des petits trucs plutôt sympas, plutôt inédits. C'est bien. Cooler Master qui a quand même en général l'habitude de faire des trucs plutôt entrée de gamme accessibles. En tout cas, c'est son cœur de cible. Mais innove aussi, et ça c'est très intéressant, une marque qui fait de l'accessible, qui innove, c'est potentiellement un changement pour le grand public des habitudes avec des nouveaux produits, et ça régale. On finira avec un petit retour sur la sortie de cette 11e génération de processeurs chez Intel. On va en parler, en dire quelques mots, même si on a déjà fait une présentation hier. Ensuite, pareil, petit retour sur le hash rate limiteur de Nvidia sur ses 3060 qui est maintenant totalement obsolète. Et oui, on en avait déjà parlé plusieurs fois, mais là, on a toutes les astuces. et, et honnêtement, ça semble plus vraiment sécurisé. Et on finira avec un petit record de fréquence de mémoire. Bon, bien sûr, des choses à ne pas reproduire chez soi, mais fait par des professionnels. Pour une fois, fait par une marque directement et pas des gens qui s'amusent dans des labos. C'est, c'est pour le coup assez marrant. Mais on va commencer tout de suite avec cette première news sur Lamborghini. Lamborghini, j'imagine que vous connaissez, mais pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une marque de voiture de luxe sportive à la base italienne, mais qui doit maintenant être détenue par probablement Volkswagen, comme, comme la moitié des groupes automobiles européens. Euh, une marque qui a l'habitude de faire des voitures de type avec plein de chevaux et un gros V12 qui consomme à peu près 4 fois ce que consomme une citadine. Donc voilà, hein, pas trop dans l'esprit écolo, électrique, tout ça. Mais dans la tendance actuelle, il faut suivre, il faut le faire, il faut au moins commencer à s'y mettre. Donc voilà, hein, ça y va tout doucement. Franchement,
belle communication, on peut l'avouer sur ce coup-là. Je suis tombé sur la news comme ça, bim, je vois cette magnifique Lamborghini taillée pour la vitesse avec du coup cette illustration d'Aventador. Je me dis trop bien, une voiture hybride comme ça avec ce look sportif et tout, trop bien. Et en fait non, non parce que voilà, c'est... Est-ce que je peux revenir un peu en arrière? C'est bah, cette voiture-là, du coup. Cette voiture qui va être rendue hybride, donc déjà un, un peu moins agressif, un peu moins sportif comme style de voiture, plus un genre de SUV. Plus un genre de SUV. Ici, c'est le Urus. Donc voilà, c'est tout de même un choix assez spécial. À noter en plus que, on l'a dit, Lamborghini, habitude de faire des voitures ultra puissantes. Du coup, ok, elle sera hybride, mais on garde un petit V12 quand même sous, sous le capot. V12 atmosphérique, donc voilà. Voilà, on rigole zéro. Euh, En plus d'y associer des moteurs électriques. Mais on garde le V12. Ok, on sait jamais, ça reste une Lamborghini. Lamborghini sans V12, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts pour l'instant, on verra dans le futur. Mais j'avoue que j'aurais préféré peut-être un modèle un peu plus profilé que le ou la Urus, du coup. Je ne sais pas. Mais déjà pas super fan du nom et ni trop du design. Mais bon, ils doivent s'y mettre comme tout le monde. C'est un peu les derniers à s'y mettre, hein. À noter tout de même que la plupart des marques de voitures sportives, de luxe et tout, se sont déjà mis à au moins faire des modèles hybrides. Peut-être pas forcément totalement électriques, mais au moins hybrides depuis déjà quelques temps. C'est un peu les derniers et c'est un peu sous la pression collective aussi. On continue avec SpaceX. SpaceX qui fait souvent parler d'eux, hein, que ce soit grâce à leurs exploits ou aux frasques du patron Elon Musk. Ici, on va parler de la fusée Starship, fusée qui est censée être une fusée réutilisable, pouvant emmener des gens. Donc voilà. Potentiellement pour faire du coup du vrai voyage en dehors de l'atmosphère terrestre. Donc c'est le but ultime, c'est ça. On avait déjà parlé de la SN10, donc ils ont tous un numéro de prototype. SN10, dernière itération avant celle-ci, qui avait explosé. Ça reste des prototypes, on sait que ça peut arriver, vous en faites pas, c'est rien de grave. Elle avait explosé peu de temps après sa redescente, donc tout avait bien fonctionné, elle avait bien décollé, elle était bien montée à telle altitude, elle s'était bien posée au sol sans encombre, sauf que à ce moment-là, il y a eu un incendie et elle a fini par exploser après s'être bien posée. Ici, du coup, SN11, la suivante, et plus de problèmes parce qu'elle n'a pas eu le temps de se poser, elle a explosé en vol. Ça reste des essais et des prototypes qui sont justement faits pour être vraiment au point et avoir écarté tout problème potentiel. Ce sont des tests, hein. Il y a des raisons pour lesquelles on oblige à faire ce genre de tests. Ici, on a eu les premières infos directement de la part d'Elon Musk, le premier communicant de son entreprise. Donc, il nous explique qu'il y a eu un problème avec le moteur 2 pendant la phase d'ascension et que du coup, voilà, ça a tout, en gros, ça a tout cassé le test et ça a tout cassé l'équilibre du système. Donc, on connaît la suite, ça a explosé. Encore une fois, ce n'est pas grave, ce sont des prototypes qui sont à usage unique. Donc pas vraiment grave.
c'est toujours un peu embêtant, bien sûr, on préférait que ça soit couronné de succès à chaque fois. On sait bien que ça ne peut pas l'être et encore une fois, les prototypes servent à ça. Avant de mettre des vrais gens dedans, on fait 1 milliard de tests pour être sûr que on a écarté le plus grand nombre de problèmes potentiels, à savoir que le risque zéro n'existe jamais hein, dans tous les cas. Donc on peut bien se permettre d'écarter un nombre significatif de risques tout en sachant qu'on ne peut pas écarter tous les risques. Au moins, ce qui est intéressant dans cette news, c'est qu'on sait que ça avance. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on avait parlé de l'essai précédent. On sait aussi que SpaceX ou Tesla sont des entreprises qui ont eu directement l'envie d'aller vite, de démocratiser ça, que ce soit la voiture électrique ou le voyage spatial. SpaceX a déjà développé des lanceurs réutilisables, ce qui est déjà assez incroyable. Déjà une prouesse par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire seulement des trucs à usage unique. Donc imaginez que ça soit en termes de coût, mais aussi d'écologie, ça reste assez horrible. Ici, on est sur l'étape suivante, la fusée elle-même et non plus juste un lanceur. Ça va arriver, ils vont prendre le temps qu'il faut, ils vont peaufiner leur fusée, leur process et leur matériel et on va arriver à quelque chose, franchement, là-dessus on fait confiance, hein, ils sont en bonne voie. Ça progresse, il y a des erreurs, il y a des échecs, mais c'est aussi comme ça qu'on forge quelque chose de vraiment et pleinement fonctionnel, vraiment robuste et sûr. Et c'est dans le cas d'une voiture électrique et autonome, c'est effectivement très important, mais croyez-moi, dans le cas d'une fusée, si vous êtes à l'intérieur, c'est encore bien plus important. Donc il faut leur laisser le temps, ils continuent leurs essais, ils y travaillent fort, et ça déjà, c'est vraiment bien. On continue vite fait avec le Computex physique, hein, on parle de l'événement physique, bien sûr, l'événement virtuel sera maintenu et du coup amélioré, grandi, tout ça, forcément. Le Computex a été annulé, raison Covid-19, évident. Computex qui est un salon à Taïwan, dans la capitale de Taïwan qui est Taipei, je crois, qui est du coup voilà, annulé physiquement, bien sûr. Peu de doute là-dessus, hein. À l'heure actuelle, les frontières sont toujours très compliquées à passer et on n'a pas vraiment d'intérêt, voire on a plutôt intérêt à ne pas faire venir des gens du monde entier à un seul endroit. Ça a l'air plus une mauvaise idée qu'autre chose, donc effectivement, ça va être annulé. Plutôt logique. Événement qui du coup sera retransmis totalement en virtuel. Forcément, ça n'a pas exactement la même saveur, mais ça permet de faire tout de même les annonces. On fait comme on peut et honnêtement, je vais pas vous mentir, si ça avait été maintenu en physique avec du coup des gens du monde entier, machin, j'aurais trouvé ça un peu insensé. Donc c'est mieux comme ça. Et ça va être le cas de quasiment tous les salons. Il y avait juste une histoire d'un salon en Allemagne, je crois, ouvert, mais avec des restrictions. Donc à voir les restrictions, c'est uniquement des gens proches géographiquement. Ça peut être une autre histoire. Là où le Computex pouvait difficilement être juste une réunion des gens de Taïwan, ça aurait pas eu vraiment de sens. Là-bas, c'est vraiment un salon qui réunit le monde entier autour de la technologie et pas juste les Taïwanais. On continue avec du prototype chinois. En vrai, c'est vraiment ça. Alors, la marque, probablement vous ne connaissez pas, c'est One Netbook, marque chinoise. Et là, le nom de l'appareil, c'est One X Player. Je vais vous montrer direct à quoi ça ressemble. Voilà. Ça ressemble à une PSP. En vrai, on va pas se mentir, ça ressemble vachement à une PSP. Dedans, on nous promet un i7 11e génération portable, bien sûr, du coup, un peu soft, avec de la partie graphique Intel,
Du coup, on ne sait pas trop exactement en termes de perf. Et le format d'une console portable avec un genre de Windows dessus, à la sauce chinoise. Je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser. Ça fait un peu dépassé, non? J'ai l'impression que c'était un peu ce qu'on voyait beaucoup il y a 10 ans, qu'on en parlait beaucoup. Ce genre de plateforme portable, de jeu, parfois couplé avec d'autres trucs que du jeu. Là, ça a l'air quand même vachement destiné au gaming. On y retrouve les deux joysticks, la croix directionnelle, les quatre boutons en, en losange. Et les gâchettes sur le haut, on voit. Donc clairement ça fait très, ça fait très ancien, ça fait très PSP. Merci à toi Jean Balaire pour le follow. Merci pour le soutien. Du coup, je vous avoue que je suis pas sûr que ça sorte un jour chez nous. Je suis même pas sûr que ça sorte un jour. Je sais pas si le marché asiatique est friand de ce genre de truc. Je connais pas grand chose au marché asiatique, sans vous mentir. Mais pour chez nous, pas convaincu. Il y a 10 ans peut-être. En plus avec ce genre de performance, il y a 10 ans encore plus. Mais aujourd'hui, ça reste, même si on met quelque chose de performance sur le papier, si on met ça sur un Windows, ça peut poser plein de contraintes qui rendent la chose pas du tout agréable à utiliser. Et encore une fois, ça reste pour l'instant plus un prototype qu'autre chose. Peu de chances que ça débarque chez nous. Des annonces bizarres, hein. Des annonces bizarres de la part de marques chinoises qui parfois j'ai l'impression qu'en Chine, le temps ne se déroule pas comme chez nous. C'est peut-être aussi une histoire de mode et tout, ce que je peux comprendre. On continue avec une petite news audio pour les riches. Clairement, il va falloir être assez aisé pour se payer ce genre de casque. On parle d'un casque Bang & Olufsen, donc des grands noms de l'audio, hein, on va pas se mentir là-dessus. Plutôt axé vers le haut de gamme et les trucs qui vous coûtent un bras, voire plusieurs bras. Mais ici, on parle d'un casque gaming. On s'est dit peut-être non. Non, en fait, non. Toujours pas accessible. Vous y retrouverez probablement la qualité Bang & Olufsen en termes de son, hein, là-dessus. Difficile de se tromper. Le son sera bon. Il n'y a aucun problème. En termes de confort, on sera aussi sur quelque chose de plutôt sympa. On est très sobre en termes d'esthétique. Ça, c'est au goût de chacun. C'est plutôt un casque qui est fait pour les consoles, dernière génération ou pas d'ailleurs. Donc le Bluetooth, hein, voilà. Mais aussi le truc propriétaire Xbox pour les gens qui ont des Xbox. On pense à tout le monde. En même temps, pour le prix, il faut bien. Parce que ce petit casque, qui est du coup compatible avec à peu près tout, qui aura une qualité audio très bonne, un design assez sobre, mais une qualité de finition aussi très bonne, il coûte 500 euros. Coûte 500 euros. Il est disponible actuellement dans les boutiques Bang & Olufsen et bientôt chez les autres vendeurs. Ils se sont fait une petite avant-première en exclu. Ils ont bien raison. Franchement, je sais pas. Je sais pas quoi vous en dire. Je suis sûr que Bang & Olufsen c'est très bien en termes de qualité audio, mais c'est pas les seuls. Il y a d'autres gens qui font du très bon son. 500 euros, c'est très cher. C'est très cher pour un casque qui semble quand même très basique. Alors oui, il aura des beaux matériaux, il sera bien fini, il sera léger, tout ça. Faut quand même être assez adepte de la marque et avoir des moyens plutôt aisés pour se dire que c'est le meilleur plan pour un casque gaming. Encore une fois, il sera très très bien. De là à dire qu'il mérite les 500 euros, vous payez aussi la marque, bien sûr. C'est assez marrant que ce genre de
de marque qui n'est qui est à la base quand même assez loin de l'univers jeu vidéo et plutôt orienté vers le haut de gamme, très haut de gamme, décide de s'intéresser aussi à des objets plus grand public tels que les consoles de jeux qui sont quand même des trucs vendus en masse et de décliner des produits à eux tout en gardant ce côté ultra haut de gamme. C'est marrant, ça se faisait beaucoup moins avant, c'est un peu plus dans l'air du temps, c'est aussi parce que le jeu vidéo est devenu plus tendance qu'avant, donc ils veulent leur part du gâteau, mais je vous avoue que c'est difficile de recommander ça comme casque, quoi. Si vous avez les moyens et que vous aimez beaucoup la marque, foncez, hein. Vous serez difficilement déçu à mon avis, mais ça reste très cher, quoi. Là-dessus, je vous avoue que moi, à 500 € j'achète la console nouvelle génération et pas le casque. Mais chacun a ses priorités. On continue avec Cooler Master qui nous fait des annonces plutôt sympas aujourd'hui. Première annonce, quelque chose qui est assez peu courant encore. C'est un boîtier, mais pas n'importe quel boîtier. Un boîtier pour carte graphique externe. Oui, 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 vous avez bien entendu. Voilà l'objet, et à l'intérieur, on met quoi? On met une carte graphique. Voilà, aussi simple que ça. Alors, à qui est destiné ce genre d'objet? Plutôt aux gens qui ont uniquement un PC portable, voire ultra portable, avec pas de carte graphique dédiée ou une carte graphique vraiment très basique pour de la bureautique ou pas suffisante pour faire du jeu vidéo. L'intérêt est que vous mettez une vraie carte graphique dedans, vous la reliez à votre ordinateur et vous possédez presque une vraie carte graphique sur votre ordinateur qui est à la base pas forcément fait pour du jeu vidéo. Pour le coup, c'est vraiment intéressant. Sur le papier, bien sûr. Ensuite, on a les contraintes de la réalité. Contraintes de la réalité, c'est que déjà, ce sont des objets qui valent en général plutôt cher. Pourquoi? Parce qu'en général, on a l'alimentation qui est incluse dans le boîtier. Incluse ou inclus? Je sais pas. Ce qui fait que ça hausse le prix. Ici, on est sur 150, ou pas du tout, 349, pas du tout, 349 le boîtier, où vous avez du coup ce boîtier et une alimentation, mais pas la carte graphique. Donc il faut rajouter une carte graphique à ça. Une carte graphique qui est à l'heure actuelle introuvable, bien sûr, mais voilà, il fut un temps où on pouvait en acheter librement à des prix, à des prix corrects. Donc suivant votre carte graphique, vous avez plus ou moins de performance suivant le prix que vous mettez dans votre carte graphique. A noter tout de même qu'en termes d'alimentation, vous serez large pour n'importe quelle carte graphique, même si vous allez taper dans ce qui se fait de mieux et de plus puissant, notamment chez Nvidia avec des 3090 ou chez AMD avec des 6900 XT. Tout ça pourra être alimenté dans votre boîtier vu que vous avez 550 watts d'alimentation dédiée uniquement à votre carte graphique. Donc largement suffisant. Petit plus, on peut mettre des petits disques en plus dans le boîtier, donc 2,5 pouces ou 3,5 pouces, et des périphériques USB. À noter qu'il n'y a pas d'USB-C, ce sont seulement des USB standards. La liaison entre votre boîtier et votre PC portable se fera par l'intermédiaire d'un port Thunderbolt 3, donc il vous faut ça pour bénéficier des meilleurs débits et de quasiment toute la puissance de votre carte graphique, sinon vous serez limité par le débit de votre connectique, bien sûr. Donc voilà, hein, quelque chose qui est plutôt intéressant. Vous voyez ici l'intérieur, donc ici l'alimentation, et voilà un des moyens d'utiliser la chose, y coupler un ordinateur portable et brancher ça sur un grand écran par exemple. Donc
c'est plutôt intéressant, c'est des trucs qu'on voit apparaître de plus en plus. Il y avait Asus qui avait fait une présentation, alors c'était pendant le CES, non? Je crois que c'était pendant le CES, d'un PC portable, un ultra portable et d'un boîtier dans le genre. Petit problème pour le coup du côté d'Asus, c'est qu'on avait un ultra portable 14 pouces, si je me souviens bien, avec un i7 qui allait bien et une 1650, donc déjà une carte graphique mais un peu limitée, qui coûtait aux alentours de 1600 euros, ce qui était quand même relativement cher, et un boîtier du coup avec une 3080 mobile, du coup mobile par contre, qui coûtait 1300 euros, une histoire comme ça, ce qui revenait le tout à quasiment 3000 euros, très cher, très cher pour quelque chose qui est effectivement pas destiné à tout le monde, mais qui pourrait simplifier la vie de pas mal de personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de place, qui ont la nécessité d'avoir un ordinateur portable, quelque chose qu'ils peuvent emmener n'importe où, et qui veulent avoir le confort d'avoir quelque chose de plus puissant pour du gaming à la maison, sans forcément avoir deux configs différentes avec une tour en plus, machin. Là, ça permet de rendre le truc un peu plus simple, un peu plus compact, mais en termes de prix, difficile de s'y retrouver encore, malheureusement. C'est encore très cher. L'idée est bonne. Peut-être qu'un jour, si ça se démocratise vraiment, les prix seront plus bas, mais pour l'instant, encore une fois, des bonnes idées, mais difficile de recommander ça à des gens, sauf si vous avez vraiment les moyens et que ça répond à toutes vos attentes. On continue avec la deuxième annonce de Cooler Master. Ici, on va parler de refroidissement liquide avec surtout du petit kit water cooling RGB à l'infini. Voilà, nouvelle itération des versions Illusion. Quelle est la nouveauté? C'est toujours plus de RGB. Ici, on a toujours plus de diodes sur le top de la pompe. Donc un éclairage toujours plus stylé et toujours plus coloré. Est-ce que ça fait vraiment la différence? À vous de juger. En vrai, pour certains, oui. Pour certains, plus de couleurs égale plus de skill. C'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Mais pour les gens qui aiment le RGB à foison, il vous faudra absolument ces nouveaux kits de water cooling disponibles en 240, 280 et 360 si je me trompe pas. Donc un peu pour tous les goûts. Cooler Master qui nous régale aujourd'hui. On continue avec la 11e génération. On va en reparler vite fait. On a parlé déjà hier assez longuement avec la présentation des principaux processeurs, c'est-à-dire le i5 11600K, le i7 11700K et le i9 11900K. Déception, forcément. On va pas se mentir, c'est pas la folie, ils font rêver pas grand monde. C'est un peu comme dit hier, la génération sacrifiée. Ils ont effectivement des gains en termes de bureautique et d'utilisation classique. En termes de gaming, c'est plus poussif. On est en général mieux que la génération précédente, sauf parfois le i9, forcément on a perdu 2 cœurs, donc pour certains trucs c'est un peu compliqué. En gaming, on n'est pas vraiment mieux pour certains, encore une fois, parfois question d'optimisation, mais parfois il y a la 10e génération qui montre et qui dit nous on est là et on fait au moins aussi bien, voire parfois mieux dans certains cas, et tu es là en train de te dire bah pourquoi il y a une 11e du coup? Je sais pas, honnêtement je sais pas. Par contre, déjà, gros point fort, disponibilité. Je suis allé voir, il y en a partout, tous les rayons sont pleins, il y a tous les modèles, pas de rupture, les prix annoncés par Intel, donc pas les plus bas, mais voilà, les prix de sortie, pas de flambée des prix, donc déjà gros point fort là-dessus. C'est vraiment très important. Ensuite,
Effectivement, les plus haut de gamme, pas sûr, hein. Et honnêtement, surtout le i9, je vais pas vous mentir, moi je conseille à personne ce i9, hein. Dans aucun monde. Il est cher, il est à peine plus performant que le i7, genre à l'aide, hein. En vrai, je sais pas. Je sais pas pourquoi, je comprends pas où il se place. Moi j'ai envie de vous dire, si vous voulez un i9 et vous avez besoin de beaucoup de multitâches, vous allez acheter le 10e génération et vous serez très très bien. Mais la disponibilité. Et non, en vrai, les i5 et ceux qui se veulent plus accessibles peuvent avoir, eux, leur place là où ils sont disponibles. Ils sont au prix annoncé, c'est-à-dire des prix accessibles, parce que c'est les modèles accessibles. Et là peut y avoir du monde qui peut être intéressé par ce genre de produit, qui est performant, oui, qui est dispo en stock. euh, et, euh, et en vrai, pourquoi pas. En plus, on a les cartes mères. Les cartes mères importants. Donc voilà, on savait qu'en termes de performance, ça allait pas être le rêve. Ils ont mis quoi comme truc carte mère de 160 à 500 pour les modèles haut de gamme dédiés à l'overclock, tout ça. En vrai, c'est propre, hein. Leur sortie est super propre. Leur génération est pas la plus propre qu'on ait vue, mais leur sortie est une des plus propres qu'on ait vues depuis quelques temps. Croyez-moi, c'est pas facile en ce moment pourtant, hein, pour plein de marques, et eux, ils le font à merveille, à voir comment ça tient dans les jours qui arrivent. Mais une des plus belles sorties en termes de disponibilité depuis longtemps, et ça fait plaisir quand même, ça montre que certains arrivent à dépasser les problèmes actuels. Bon, ici, forcément, ils profitent aussi profitent du fait d'être en retard en termes de technologie, parce qu'ils sont sur du 14 nanomètres, qui est du coup moins impacté par la crise sur les finesses de gravure les plus basses, donc les trucs de toute dernière génération, notamment chez AMD. Donc là-dessus, ils ont leur petit passe-droit, et ça leur permet d'avoir vraiment du stock. C'est vraiment leur force, et il va falloir qu'ils jouent là-dessus. Et s'ils peuvent même essayer de faire descendre un chouïa les prix pour ramener toujours plus de monde. Et ce sera, à mon avis, une grande réussite de leur part. Même si, encore une fois, en termes de performance, c'est pas la folie. C'est vraiment une génération. On l'attendait pas, et on avait peut-être raison de pas l'attendre, quoi. Elle fait rêver personne, et pour l'instant, elle nous donne raison de pas avoir rêvé, quoi. On verra dans les jours à venir comment se passe le stock. Mais encore une fois, leur meilleur atout pour le moment. On reparle encore une fois et très rapidement de ce hash rate limiter de Nvidia, qui est censé empêcher de miner efficacement de l'Ethereum avec des 3060. On avait vu plein de fois que voilà, on avait trouvé des moyens de la contourner. Quand je dis on, c'est pas moi bien sûr, mais des gens à travers le monde. On avait eu déjà l'astuce du petit driver lâché par erreur ou pas, on ne saura jamais, qui permettait visiblement de faire tourner une seule carte graphique euh, pour miner. Mais ce qui n'est pas ultra intéressant pour des gens qui veulent en faire une vraie production industrielle. Ils avaient trouvé ensuite la petite astuce de brancher un dongle dans les prises écran des cartes pour faire croire qu'elles étaient reliées à un écran, et donc simuler une utilisation gaming là où en vrai elles n'étaient pas du tout en utilisation gaming. On nous annonce aujourd'hui que visiblement ils ont trouvé les moyens. Voilà, il a relié pas moins de 7 cartes, 7 3060 sur une seule carte mère grâce à des rallonges, hein, donc et toujours cette petite astuce de la prise écran
donc de l'HDMI j'imagine. Une fausse, hein, mais juste la brancher, ça suffit. Ça suffit à faire marcher le truc, donc voilà, il s'amuse, il mine de la crypto-monnaie. Ça va bien sûr pas arranger nos histoires pour nous, gamers, pour acheter des cartes graphiques. Clairement on n'est pas bien là-dessus, on peut se le dire. Mais ça reviendra un jour, c'est sûr. À savoir quand, mais un jour c'est sûr. On finit avec MSI qui visiblement voilà, on s'amuse dans ces labos. Ils ont fait péter les scores les records d'overclock de mémoire RAM DDR4. Ici, on est allé à 7151 MHz. Donc voilà, ils sont allés faire mumuse avec ce qu'ils ont comme matériel et tranquille. Processeur utilisé, un i9 11e génération. Voilà. Donc comme quoi, il y a peut-être aussi du potentiel dans certains secteurs pour cette 11e génération. Mais honnêtement, l'intérêt, pas énorme, hein, pas énorme l'intérêt, mais c'est le genre de truc qu'on s'amuse à faire en laboratoire pour essayer de battre des records. En plus ici, c'est au sein de MSI qui ont, j'imagine, accès à 1 milliard de cartes mères et de barrettes de RAM à l'infini. Ils peuvent en cramer autant qu'ils veulent. Donc on peut s'amuser à essayer de dépasser les limites. Ici, on est allé loin, hein, en même temps on bat le record. Donc forcément on est allé loin. Si vous voulez savoir ce qu'ils ont utilisé, c'est ici, cette carte mère. Oula. Cette carte mère i9 11e génération sans la partie graphique et de la RAM HyperX. Peut-être un peu perso leur RAM par contre. Peut-être un peu perso. Voilà. Bon, ils s'amusent. Ne faites pas ça chez vous. Vous risquez de faire cramer des trucs. Donc c'est fait par des professionnels dans un environnement adapté et sécurisé. Donc attention, ne cramez pas vos barrettes de RAM pour faire les malins. En plus, ça ne sert à rien. Je vous le dis. Pas se mentir, ça ne sert à rien. Et ça reste une pointe, pas un fonctionnement dans la durée, hein, clairement. En même temps, vaut mieux pas à ces fréquences. Voilà, qui conclut notre point actu hardware d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des trucs et que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire de retours. Je lis tout et je réponds à tout avec grand plaisir. Ça m'aide aussi à progresser et c'est important. On se retrouvera demain jeudi pour la suite de l'actualité hardware. Et voilà, merci d'avoir regardé. Et à demain.